Donc, l'objectif de ce moment qu'on va passer ensemble, de cette heure que nous allons partager, c'est de vous présenter nos convictions, mais aussi nos retours d'expérience en termes d'accompagnement du changement, de répondre évidemment à vos questions, à toutes celles que vous vous posez sur ce sujet. Évidemment que nous nous inscrivons dans les projets de digitalisation, donc on ne va pas vous parler accompagnement du changement en général, dans l'absolu. C'est vraiment bien centré par rapport aussi à notre périmètre de compétences, par rapport au domaine sur lequel nous pratiquons depuis maintenant plus de 30 ans la conduite de projet. Et donc, l'accompagnement du changement, c'est un des volets évidemment majeurs de la conduite de projet. Donc, que ce soit sur un sujet de digitalisation d'un processus, sur une problématique de mise en service d'un ECM ou d'une GED, de déployer une signature électronique ou de l'archivage hybride ou de plus en plus électronique, voilà, ou tout ça réuni aussi, puisque il y a des organisations qui attaquent un peu tous les volets de la digitalisation quasiment en même temps, et donc c'est un programme quasi complet qu'il est nécessaire de mettre en place. Comme vous le disiez, Natacha, donc moi je suis la directrice de CERDA Conseil, donc je dirige le département conseil du groupe CERDA, qui est encore une fois l'entité dédiée à la conduite de projet au sein du groupe. Mais notre offre et nos expériences de conduite de projet n'ont pas été menées sur une activité uniquement de CERDA Conseil, mais nous travaillons fortement avec le département de formation, CERDA Compétences, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et avec qui nous avons travaillé sur des expériences de conduite d'accompagnement du changement. Et donc, l'offre de service qu'évoquait Natacha à l'ouverture de ce webinaire est une co-construction de nos deux départements, puisque ça fait partie des convictions que nous portons ensemble et que nous souhaitons évidemment accompagner dans les organisations. Voilà, puisque en deux mots, pour faire court, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent le groupe CERDA Archimag. Donc, nous avons 4 activités majeures. L'activité peut-être la plus connue, la plus ancienne aussi, c'est la publication du magazine Archimag et de tout un ensemble de guides sur le domaine de la digitalisation, mais aussi des métiers qui sont à la manœuvre pour la gestion de l'information dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Nous avons aussi développé plus récemment une agence de communication éditoriale qui travaille sur des contenus et monte des opérations, des organisations, des événements pour promouvoir effectivement l'évolution de la digitalisation, les solutions, les prestations dans ce domaine-là. Et puis, 2 entités, donc une que je pilote qui est CERDA Conseil et l'entité CERDA Compétences que certains connaissent peut-être en termes d'entité de formation, formation continue pour peut-être soit être venu, soit être inscrit ou avoir inscrit des personnes de vos équipes. Et donc, l'offre d'accompagnement du changement et les expériences que nous avons menées sur ce sujet sont issues de notre double compétence, non pas chacun dans son coin, encore une fois, mais de façon parfaitement complémentaire. Nous avons travaillé en parfaite collaboration. CERDA Conseil, à la base, c'est plutôt une entité de conduite de projet, d'audit de conformité, de projet d'expertise. Nous sommes des assistants à maîtrise d'ouvrage, donc dans le domaine de la dématérialisation jusqu'à l'archivage électronique, et nous travaillons pour des organisations tant publiques, privées, tous secteurs confondus. Nous travaillons aussi pour des ONG et nous avons des interventions dans des domaines aussi différents que le domaine de la santé, le domaine financier, le secteur public, et très largement au niveau du secteur public, une administration territoriale comme une préfecture. En haut à gauche de l'écran, vous avez le logo de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec qui nous avons travaillé et pour le compte de qui nous avons justement développé
un gros programme d'accompagnement du changement. On y reviendra au cours de cette heure, mais également d'autres entités dans le secteur public qui sont plutôt de l'ordre des collectivités. Vous avez également le logo de l'Île-de-France qui est en rouge, voilà, sur une ligne un peu amie de cette slide, et la région Île-de-France avec qui nous avons aussi travaillé sur un programme d'accompagnement du changement dans le cadre d'un projet de digitalisation du dossier des agents. Puisque une collectivité comme l'Île-de-France, c'est une dizaine, 15 000 exactement agents qui appartiennent à cette collectivité, et nous avons travaillé sur l'accompagnement du changement dans le cadre de la mise en œuvre d'un ECMG qui a regroupé l'ensemble des dossiers agents qui ont fait l'objet d'une dématérialisation et d'un archivage électronique. Donc voilà, donc c'est très ouvert, c'est très éclectique en termes de secteur, mais pourquoi? Parce que le sujet de la digitalisation, c'est un sujet totalement transverse aujourd'hui, et la problématique de l'accompagnement du changement également, nous la rencontrons dans tout type de structure aujourd'hui, telle que celle que je viens de vous nommer. Alors, entrons maintenant dans le sujet qui nous intéresse cet après-midi. Pourquoi? Parce que l'accompagnement du changement, c'est une vraie demande des équipes. Et si on regarde les chiffres des enquêtes, vous avez sur l'écran un graphique qui est constitué à partir de 4 années d'enquête avec une même question qui était de demander quel qualificatif pouvait être celui de l'accompagnement au changement. Est-ce que ça semble critique, nécessaire, utile ou facultatif? Et vous voyez très bien que voilà, depuis 4 ans, les réponses oscillent à hauteur de entre 52 et 58% sur le qualificatif nécessaire, donc qui, on va dire, est le deuxième dans l'ordre de gradation de l'importance. Voilà, 2021, 2022, 2023, 2024. Donc, c'est pas non plus une enquête ancienne sur laquelle j'aurais été récupérer les chiffres. C'est vraiment aujourd'hui. Vous voyez que la courbe de cette année, c'est la courbe verte, et elle est relativement importante en termes de réponse au niveau de l'adjectif nécessaire. Si vous regardez à gauche, vous avez la mention du critique qui est également mis en exergue, puisque vous avez un peu moins d'un tiers, un petit tiers, qui positionne évidemment aussi cet adjectif-là à côté de l'accompagnement du changement. Donc, quand on additionne nos 57-58% et les 25, 26, 27, voire jusqu'à 31%, on est effectivement sur une part extrêmement importante de l'expression de besoin. Il y en a très peu qui disent que c'est facultatif, vraiment très peu. Et puis l'utilité, effectivement, étant un adjectif moindre, est plutôt porté par un petit 15-16% de nos répondants. Ça, c'est un premier résultat. Vous avez d'autres enquêtes, également une enquête que nous avions menée où 78% des entreprises considéraient le changement comme une partie intégrante de la réussite du projet dès son démarrage. Et ça, c'est un point important sur lequel on va revenir, parce que c'est souvent un des facteurs de non-réussite ou de moyenne réussite à un accompagnement du changement, c'est quand il est mis en place trop tard, c'est-à-dire on a livré le nouvel outillage, on a paramétré, on a testé, on a recetté, et là on commence à faire passer des messages vers les futurs utilisateurs. J'ai envie de dire que c'est trop tard. En tous les cas, la portée de l'accompagnement et la portée de la capacité à embarquer les équipes va s'en trouver beaucoup plus limitée, puisqu'on laissera sur le chemin des personnes qui auraient peut-être eu besoin d'être un peu plus accompagnées, un peu plus aidées, assistées, pour pouvoir prendre en main les nouveaux usages ou les nouvelles pratiques. Donc ça, c'est vraiment important, parce que quand on veut accélérer la transformation digitale, quand on veut généraliser l'utilisation du numérique dans son organisation et réussir notamment le déploiement de nouvelles solutions qu'on installe ou de redynamiser l'usage de solutions qu'on a installées mais pour lesquelles on trouve que visiblement la pratique est très limitée, et faciliter
la conséquence de tout ça, c'est de faciliter l'adoption de nouveaux gestes et de nouvelles pratiques, eh bien, il faut s'inscrire très tôt dans la conduite du projet. J'insiste aussi sur le fait qu'il y a une dimension qu'il faut voir derrière ces problématiques d'accompagnement du changement. C'est aussi la dimension responsabilité sociale d'entreprise qu'on appelle la RSE, qui est aujourd'hui sans doute une ligne de force qui traverse vos organisations. Nous, on est très engagés du point de vue de ce sujet-là, RSE, à la fois pour le S de social, puisque nous avons, comme vous le savez, donc un département formation qui travaille beaucoup sur l'accompagnement, sur les profils, notamment sur des personnes qui, dans certains cas, pourraient se trouver un peu en décalage avec de nouvelles pratiques. Mais également, on travaille aussi beaucoup sur le E, qui devient de plus en plus E pour environnemental, et nous développons notamment des référentiels d'usage en matière de digitalisation responsable pour permettre d'acquérir les bons réflexes, les bons gestes à travers des indicateurs qui mesurent l'empreinte carbone d'un certain nombre d'actions autour du digital. Et ça, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est important. On se rend compte qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils sont sensible à ce sujet-là. Le sujet social et environnemental, c'est un levier de réussite sur lequel il faut pouvoir s'appuyer lorsque l'on déploie, lorsque l'on veut déployer un accompagnement du changement. Donc c'est un vrai enjeu, puisqu'il s'agit d'embarquer les équipes, toutes les équipes et tous les profils qui vont être concernés soit directement, soit parfois plus indirectement, mais on va y revenir. Il n'y a pas ceux qui sont concernés et ceux qui ne le sont pas. Il y a aussi entre des personnes qui peuvent avoir un rôle de promotion, un rôle d'information et qui, par effet, peuvent jouer aussi un rôle pour faciliter le déploiement et l'acceptation de nouvelles façons de travailler ou de nouveaux modes opératoires. Tout ça pour dire qu'il est important donc de s'adapter aux besoins. Sinon, on se retrouve avec quoi? Le plus souvent, c'est souvent le constat qui nous est fait face à un accompagnement qui ne s'est pas fait ou qui s'est fait de manière insuffisante. Souvent parce que on a des niveaux de déploiement qui sont. Le résultat, c'est qu'on a des niveaux de déploiement hétérogènes. C'est-à-dire que certains s'approprient les nouveaux outils, les nouveaux usages, et d'autres pas, ou d'autres qu'en partie. Donc, on est sur une situation quelque part insatisfaisante, avec le risque de voir se maintenir des pratiques qui sont normalement devenues obsolètes. Mais du coup, voilà, le tableau devient confusant, et pour certains, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on doit faire ou comment on doit le faire. Dans certains cas, on a mis en place tardivement de l'accompagnement du changement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a livré une nouvelle solution, on a ouvert, on va dire, les accès à tous ceux qu'on a besoin, puis on leur dit, voilà, maintenant on va vous expliquer comment vous allez vous en servir. On sait que ça marche pas bien du tout. Ou on a ciblé un nombre trop limité de personnes impliquées. On a limité à peut-être un cœur d'utilisateurs, à certaines équipes qu'on a considérées comme les équipes à accompagner dans cette transformation de leurs usages et de leurs pratiques, puis on a oublié les autres, sans imaginer qu'ils pouvaient avoir un rôle d'influence, de promotion, d'acceptation. Et donc, du coup, ils peuvent se retrouver écartés. Et peut-être qu'ils vont, eux, maintenir des façons de faire qui vont être un peu contradictoires avec les nouveaux usages qu'on essaye d'instaurer. Où on a adopté des formations très technologiques. On a fait de la formation, mais c'est très outil. Alors voilà, tu as l'onglet, tu appuies sur le bouton, voilà comment ça va se passer, tu auras 3 clics pour atteindre telle ou telle chose, mais sorti de tout son concept, de tout son contexte métier. Et ça, c'est aussi souvent une critique qui est faite. On a aussi le discours du « ah oui, c'est intuitif, ils vont savoir s'en servir tout seuls ». Oui et non. D'abord, on n'a pas tous le même sens de l'intuition. Et puis, dans certains cas, ça peut sembler aisé pour certains, et ce qui semble aisé pour certains ne veut pas dire que c'est l'est pour tous. Et puis, bon, on a aussi parfois cherché à faire des économies en matière de projet parce que peut-être qu'au départ, on a mal appréhendé le budget ou qu'il s'est avéré plus important qu'on ne l'avait construit au départ. Et donc, on fait des économies et parfois, l'économie, elle se fait sur justement l'accompagnement du changement. En oubliant qu'effectivement, le risque, c'est ça. C'est d'avoir des populations qui vont résister à ce changement ou qui vont y aller en freinant des cas de fer, comme on dit. Donc, peut-être en perdant du temps, de l'énergie et en les mettant en situation peut-être un peu de porte-à-faux, voire de faiblesse. L'autre danger, je l'évoquais, c'est de maintenir des
des pratiques obsolètes et de créer un tableau confus. Certains font d'une certaine façon et puis d'autres continuent à faire comme ils faisaient avant. Qui a raison, qui a tort, comment on fait. Voilà. Et ça, c'est aussi dans beaucoup d'organisations une situation couramment rencontrée. Et puis derrière, des conséquences très concrètes, hein, avec des risques d'erreur. On a mis en place une signature électronique avec différents niveaux, hein, signature simple, avancée, qualifiée. Puis certains savent pas, comprennent pas, n'ont pas tout entendu de ce que c'est, et du coup, signent avec une signature simple alors qu'il aurait fallu signer avec une qualifiée, ou inversement. Voilà, ou continue à signer avec une signature manuscrite, ou bien colle l'image numérisée de la signature. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation il y a quelques semaines qui a bien rappelé que c'était tout sauf une signature. Voilà. Donc, le risque d'erreur dans le monde du digital, il existe, comme partout, mais du coup, le rôle de l'accompagnement du changement, c'est justement de le gommer au maximum. Alors, je vous le disais, nous, on a un périmètre de compétences, on n'a pas inventé l'accompagnement du changement dans un périmètre qui n'est pas le nôtre. Nous, évidemment, notre cœur de métier, pour ceux qui nous connaissent, ce sont les datas, les documents, toutes les informations structurées ou non issues des activités des métiers et toutes les étapes de leurs usages et de leur cycle de vie, tous les formats hybrides, depuis l'entrant, hein, sur la gauche de mon schéma, tous les flux d'entrée, que ce soit en numérique ou en digitalisation avec du papier qu'on va numériser, tout ce qui circule dans une organisation, dans le cadre d'instruction métier, quelle qu'elle soit, avec des étapes d'approbation, de validation, de signature. Voilà, aujourd'hui, la signature électronique, on a quelques expériences d'accompagnement du changement parce que c'est pas juste la capacité à pouvoir utiliser une signature électronique. C'est comment, pourquoi, qu'est-ce que ça remplace et quels sont les niveaux de responsabilité, qu'est-ce que ça génère comme action. C'est un tout petit peu plus compliqué donc que ce que certains parfois peuvent bien vouloir nous dire. Et puis jusque à ce qui est du stockage, du classement dans un ECM ou une JET, de l'archivage, avec aujourd'hui de plus en plus de mise en œuvre de solutions d'archivage électronique, puisque nos informations, nos documents produits nativement électroniques, circulant nativement électroniques, sont évidemment à archiver de manière électronique. Il y a même aussi le sortant. Vous avez aujourd'hui des organisations qui s'équipent de lettres recommandées électroniques, ce qui est effectivement une évolution intéressante dans la sortie, dans le courrier sortant, mais faut-il encore en mesurer dans les façons de travailler jusque-là, les différences et quels les nouveaux rôles que cela va induire pour ceux qui vont pouvoir le mettre en place. Donc voilà, donc on reste dans notre périmètre avec des questions autour, évidemment, des informations, des documents qui sont dans les applications métiers, des espaces bureautiques, des ECMJ et sur toutes les étapes. La numérisation, l'automatisation, la circulation, la signature, la diffusion et jusqu'à l'archivage. Donc, on reste évidemment dans notre périmètre de compétences. De cela, on a porté plusieurs convictions qui vont dans le sens que j'évoquais au préalable, conduire le changement dès la phase de cadrage et quel que soit le projet de digitalisation, si on veut réussir ce changement et réussir aussi le déploiement, la mise en œuvre de ce projet de digitalisation. Dans nos convictions, alors pourquoi ça? Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Parce que dans certains cas, l'accompagnement du changement devient un autre projet ou un volet d'un projet, mais qui n'est pas nécessairement porté par les mêmes équipes. Ce qui est à notre pratique sans doute une erreur. Pourquoi? Parce que le changement doit être considéré comme une partie intégrante de la gestion du projet. Et donc, il bénéficie des mêmes sponsors, de la même dynamique insufflée par une direction générale, les métiers qui sont concernés et la DSI, qui est la direction du système d'information, qui est souvent à la manœuvre au niveau technologique. Après, ce portage ira sans doute chercher des compétences complémentaires auprès d'une direction des ressources humaines, d'une direction de la communication, d'une direction de la formation, pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions, mais c'est pas un autre projet. C'est un volet du projet tout aussi important que travailler avec juridique sur des aspects, par exemple, de valeur probatoire pour une signature électronique. Deuxième conviction, il faut centrer le projet sur les équipes, sur les personnes. On n'est plus en train de réfléchir à une évolution d'une fonction
ou d'une technologie. On est plutôt en train on doit impliquer l'ensemble des parties prenantes, un peu former comme une sorte de coalition, mais au sens dynamique, métier, qui va contribuer à pouvoir dire quels sont leurs besoins pour les accompagner à adopter évidemment ces nouvelles évolutions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vision métier. Évidemment qu'il faut le faire en fonction du métier et puis des aspects de technologie qui vont être mis en œuvre pour permettre d'appréhender l'impact de la transformation, non pas comme une simple tâche, mais vraiment comme une fonction. Je reprends mon exemple de signature électronique. Je suis toujours assez surprise quand des organisations me parlent de leur mise en œuvre d'un déploiement de signature électronique, mais à aucun moment quelqu'un a été expliqué que ça veut dire qu'on arrête la signature manuscrite, que c'est pas un panier de choix dans lequel, selon qui on est ou selon sa façon de faire, on va peut-être décider de signer en manuscrit ou on va signer en électronique. À partir du moment où une organisation, quelle qu'elle soit, fait l'équipement au-delà d'une seule fonction, mais de façon relativement transverse de signature électronique, ça veut dire que ça embarque alors un aspect qui va se généraliser sur tous les métiers, sur toutes les fonctions et pour tous les documents pour lesquels il y a besoin d'une signature. Encore faut-il le dire. Et parfois, on ne dit pas. Et donc, ne pas dire laisse potentiellement la place à des raisonnements de certains qui sont sur leurs habitudes, sur leur façon de faire ou qui ont certaines craintes avec des changements et donc, eh bien, ne vont pas adhérer. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment aussi un élément important. Je l'évoquais tout à l'heure, associer le digital à la responsabilité sociale et environnementale, là aussi c'est un élément important. Il faut arrêter de dire que on arrête d'abattre le papier, les arbres, donc c'est mieux pour le papier. Ça, c'est pas le sujet. Vous savez comme moi que le digital aujourd'hui, c'est consommateur de ressources du type eau, électricité, donc c'est pas moins ou plus vertueux, c'est autre chose. Simplement, le bon usage du digital, lui, peut être vertueux. Et que dans le fait d'appréhender de nouveaux outillages, on peut aussi en profiter, entre guillemets, pour apprendre à mieux traiter ce digital avec des usages, des réflexes qui sont beaucoup plus sains au niveau de tout simplement de la consommation de l'empreinte carbone. Il vaut mieux envoyer un lien sur un document déposé dans un espace partagé, quelque chose que vous connaissez sans doute, que de trimballer le document dans un mail qui va faire des allers-retours avec tous les destinataires. Voilà. Eh bien, si on mesure l'empreinte carbone du premier par rapport à mon second exemple, le premier, il est vertueux, le lien, la notification. Le second, il n'est pas vertueux. On sait qu'on forme une empreinte carbone très importante. Et puis, c'est ce que j'évoquais, il faut savoir évidemment travailler en adaptant les actions, l'accompagnement du changement en fonction des acteurs, y compris sur la façon de diffuser les messages. C'est pas seulement le message, c'est pas seulement la façon de les accompagner pour acquérir de nouveaux modes opératoires, de nouvelles pratiques, c'est aussi le support avec lequel on va le faire qu'il faut, voilà, il faut jouer avec tout ce dont on dispose, mais on va y revenir. C'est ce qui va permettre d'assurer des programmes adaptés. Alors, si on rentre dans la mécanique de la construction, son accompagnement du changement, il faut toujours se replacer au cœur du problème. Le problème, c'est il faut déplacer la façon de voir, car trop souvent on raisonne, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, d'après l'innovation technologique et des nouvelles fonctions qu'elle va apporter. Une signature électronique, je l'évoquais tout à l'heure, ou même un ECM, une JED. Voilà, quand on évoque auprès des personnes qu'ils vont pouvoir bénéficier d'un outillage de ce type, on raisonne par rapport aux fonctions, aux fonctionnalités, si vous préférez. C'est pas le sujet. En tout cas, ce n'est pas que ça le sujet. En fait, il faut déplacer sa façon de voir et plutôt se dire, mais qu'est-ce que cette innovation va apporter à ce métier-là ou à cette personne ou aux équipes qui exercent ce métier? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire? Qu'est-ce qu'ils vont changer dans leur pratique? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir abandonner de leur pratique, de leurs modes opératoires? Voilà, en fait, on déplace l'angle de vue et on se met très, très clairement du côté du métier, en leur apportant des réponses qui soient beaucoup plus riches et plus adaptées qu'une réponse trop technique ou trop technologique. C'est souvent le reproche qui peut être fait à des formations sur un nouvel outil, où on nous explique
à cliquer, dans quel onglet se trouve telle information, quelle est la zone qui est obligatoire, celle qui ne l'est pas, comment on rattache tel ou tel document. Tout ça, ils savent très bien le faire. Sauf que c'est fait de manière vue côté outillage, c'est pas vu du côté de la fonction. Donc, par exemple, quelqu'un à qui on dit, là, tu vas pouvoir rattacher le document à la fiche descriptive, par exemple, dans un système d'information de ressources humaines, dans un SIRH, de dire, on va pouvoir rattacher tel document à la fiche de la personne concernée, mais on lui dit pas à quel moment il va rattacher ça. Est-ce qu'il faut d'abord qu'il traite la donnée sur le document et ensuite il rattache? Est-ce qu'il faut le faire avant? Est-ce que une fois qu'il l'a rattaché, il peut l'ouvrir, y accéder et peut-être extraire des données pour aller nourrir son SIRH? C'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est ça qui va changer la façon de travailler des équipes qui sont concernées. Et donc, quand on monte des programmes d'accompagnement du changement, c'est ce type de questions qu'on pose. Hein, c'est qu'est-ce que ça va changer dans vos pratiques? Comment vous faites aujourd'hui sans cet outillage nouveau? Comment vous allez faire demain, avec cet outillage nouveau? Comment vous imaginez pouvoir faire? Et quelles sont les actions que vous allez abandonner, ne plus faire et transcrire différemment? D'où l'idée de s'appuyer un peu sur cette grille que vous avez à l'écran qui détermine des profils, et on va leur apporter ce que va leur apporter cette innovation. Pourquoi? Parce que l'accompagnement du changement, ça ne veut pas dire qu'on va passer un message, on va passer des messages à tous, mais des messages qui sont adaptés en fonction de la position qu'ils occupent ou du rôle qu'ils vont avoir à jouer dans cette transformation. On s'appuie sur ce qu'on appelle des personas, qui sont en fait des types de populations qui sont des relais, ou des relais principaux, ou des types de référents, ou des utilisateurs finaux. La notion de persona, c'est un terme qui est emprunté en fait au niveau du vocabulaire du marketing et qui représente un ensemble de personnes qui partagent tous une même problématique par rapport à une action particulière ou une offre de service. Et donc là, vous avez devant vous la représentation possible d'une première grille qui correspond, si on les additionne tous, vous en avez 4 dans les relais principaux, 3 au niveau référent et puis 2 au niveau utilisateur, donc 9 profils qui pourraient peut-être correspondre à des personas. Et encore, c'est qu'une première lecture, on peut dans certains cas, au niveau notamment des utilisateurs, avoir besoin d'aller plus finement et peut-être d'affiner, effectivement, de multiplier les profils types des utilisateurs finaux. Et vous voyez, ils sont regroupés dans trois grands ensembles, le groupe des référents, qui est au milieu, le groupe des relais principaux, et puis le groupe des utilisateurs, et donc à l'intérieur des profils. Si on en prend un, par exemple, prenons au niveau des relais principaux, le premier qui apparaît, qui est la direction générale, ou tout ce qui est autre directeur, direction, qui sont souvent là comme des sponsors, qui impulsent un changement, une innovation. Il y a un message à leur faire passer sur, évidemment, cet impact de ce changement, de cette impulsion, les enjeux que ça va porter. Il ne faut pas perdre de vue que dans certains cas, ces mêmes directeurs, directrices, direction générale peuvent se retrouver des utilisateurs. Et donc, le message passé une fois auprès d'eux en tant que direction générale est un message parce qu'ils vont avoir une influence sur le changement, mais ce n'est peut-être pas un message suffisant. Demain, ils seront aussi utilisateurs, peut-être d'une solution, reprenant mon exemple de la signature électronique. Ils ont donc aussi besoin d'avoir un message qui va leur expliquer, peut-être plus concrètement, les usages qu'ils vont en avoir et la façon de faire qu'ils pourront abandonner à côté. Ce qui veut dire que pour une même population, qui est là la direction générale, ils sont typés d'une certaine façon comme des sponsors qui impulsent, mais peut-être qu'on les retrouvera comme une autre population qui est une catégorie d'utilisateurs collaborateurs. Donc, c'est ce type d'analyse qu'il faut savoir mener. Vous avez aussi, si je continue la lecture du tableau, vous avez tout ce qui est IRP, CSE, donc toutes les instances de représentation du personnel dans vos organisations, mais également les responsables justement de la responsabilité sociale d'entreprise, la fameuse RSE que j'évoquais tout à l'heure. Eux, ils ont un profil de promotion. Il faut donc qu'ils soient associés, informés, qu'une communication ait été faite vers eux parce qu'ils ont aussi des angles de vue importants. Ils ont eux aussi un rôle d'influence sur le changement. Si on ne les informe pas,
pour des raisons tout simplement même d'oubli ou de non-identification, on prend peut-être le risque d'avoir un contre-message qui pourrait se déployer ultérieurement. Voilà, donc, vous voyez, il est vraiment important au préalable de savoir mettre à plat tous ces profils de population. Vous avez aussi, toujours dans mes relais, les fameux chefs de projet, où là, on se dit, c'est des informaticiens, l'outillage, ils savent faire, ils ont l'habitude, pas de problème, ils vont savoir déployer tel ou tel outil. Oui, techniquement, en général, c'est des personnes tout à fait compétentes, il n'y a aucun sujet par rapport à ça. Mais ils sont aussi censés passer des messages en même temps qu'ils font faire des tests, qu'ils permettent à certains représentants des futurs utilisateurs de commencer à apprécier telle ou telle fonction. Eh bien, il faut aussi les équiper pour pouvoir justement faire passer les bons messages au moment où ils travaillent avec ces fameux testeurs. Et puis, on a aussi une population qu'on oublie parfois un peu trop ou que l'on traite un peu de façon secondaire, si je peux me permettre, dans beaucoup de plans d'accompagnement du changement. C'est ceux qu'on a au milieu, qu'on appelle les référents. Alors, il y a de grandes catégories derrière eux, mais il y en a deux en particulier sur lesquels je voudrais m'arrêter. Il y a les chefs de service, l'encadrement d'un certain nombre d'équipes ou de services pour lesquels on va installer justement de nouveaux déploiements technologiques. Par exemple, une gestion électronique de courrier, un ECM, une chaîne de numérisation, etc. On va travailler avec les équipes, les futurs utilisateurs, collaborateurs de ces services qui demain vont travailler de façon quotidienne avec ces nouveaux outils. Mais on oublie parfois de regarder du côté du chef de service ou de l'encadrant, hein, le management de cette équipe, parfois un encadrement de proximité, pour qui sa façon de suivre l'activité de ses équipes, la façon de mesurer la progression du traitement, par exemple, de telle ou telle procédure, il avait une façon de pouvoir le faire précédemment. Avec ce nouvel outillage, comment il va pouvoir continuer à jouer son rôle de chef de service? Et souvent, il est encore une fois, un peu oublié dans les plans d'accompagnement du changement où on les associe à une communication un peu globale, un peu générale, et où on ne se penche pas nécessairement de manière plus détaillée autour de leur rôle, qui parfois se sentent en position un peu inconfortable. Mes équipes sont équipées d'une nouvelle façon. Là où le chef de service a une vision un peu éloignée de ce nouvel équipement parce qu'il n'a pas besoin d'y aller quotidiennement, mais en revanche, il ne bénéficie pas de la remontée d'informations dont il pourrait avoir besoin pour exprimer justement son métier d'encadrant et donc de responsable de l'activité. Donc ceux-là aussi sont à traiter, à prendre en compte de façon spécifique dans un accompagnement du changement. Même remarque sur le groupe en dessous, qu'on appelle les référents numériques. Alors un peu généralement, à l'intérieur de ces gens-là, on met des professionnels de l'information. Certains d'entre vous le sont peut-être dans ceux qui sont là cet après-midi. Ça peut être un veilleur, un archiviste, un documentaliste. Voilà, ce sont des personnes qui ont une compétence en gestion de l'information et qui peuvent servir de relais, d'appui, d'assistance, notamment auprès d'équipes d'utilisateurs qui pourraient, dans certains cas, être en difficulté sur l'usage d'un nouvel outillage. Faut-il encore les aider à porter ce rôle de relais, à les former presque à ce rôle d'appui ou de référent auprès des équipes. Vous avez aussi tous nos délégués protection de nos données, les DPO, les DPD, enfin, l'appellation aujourd'hui est très très large, mais qui sont aussi des relais. Pourquoi? Parce que eux, dans un projet, je reprends mon exemple de tout à l'heure d'un ECM installé dans une DRH, ils ont nécessairement un regard critique puisque un ECM dans une DRH porte nécessairement des données personnelles sur des agents ou des salariés. Et donc, le délégué à la protection justement de ces données personnelles, il a tout à fait un droit d'information, d'écoute. Bah, tant qu'à faire, autant en faire un allié pour qu'il participe à la promotion de cet outillage. Faut-il encore qu'il soit associé à la réflexion, qu'il ait travaillé aux côtés des équipes projets sur l'impact que cela va générer sur la façon de traiter la donnée et qu'il soit rassuré, évidemment, sur le bon respect du cycle de vie. Donc, à ces personnes-là, il faut aussi penser leur donner une place dans un plan d'accompagnement du changement. Vous voyez, on pourrait détailler comme ça très très en longueur l'ensemble de ces profils d'acteurs. Chacun a sa place dans ce changement. Chacun est là pour embarquer les autres.
Il est là aussi pour aider à la construction du résultat, donc participer au message, et puis effectivement avec une adaptation en fonction des profils et des compétences de chacun. Quand on met en place un dispositif global pour toutes ces populations, ça ne veut pas dire qu'on fait un message global qui est quelque part un peu le même pour tous, avec un ou plusieurs supports. Je vous ai mis ici ce qu'on appelle l'approche multimodale de l'accompagnement du changement, c'est-à-dire qu'on va construire des messages d'accompagnement du changement de toutes les façons possibles, avec tous ces volets-là. Ça peut être des volets de formation, ça peut être des volets de communication, on peut faire des messages à la volée, dans le cadre d'une réunion, dans le cadre d'une présentation. Ça peut être des messages construits qui vont s'inscrire dans la durée et qui peuvent se rejouer autant de fois que nécessaire. Une vidéo, d'autres médias. Ce qui marche par exemple très bien en ce moment, ce sont les podcasts. 3 minutes sur l'impact de la signature électronique, c'est pas la même chose qu'une vidéo qui explique comment on s'en sert. C'est un autre message. Les deux ont de l'importance, mais les deux peuvent être mis sur des supports différents. On fera un podcast pour expliquer l'enjeu et peut-être qu'on fera une vidéo sur voilà comment on va s'en servir. Ce qui n'empêchera pas aussi d'avoir peut-être un mode opératoire, une notice qui présente les différents cas d'usage avec lesquels on va utiliser la nouvelle signature électronique. Donc vous voyez, mon outillage, il est à la carte, sur mesure en fonction des profils, à la carte en fonction de l'angle que l'on veut traiter. C'est de la communication, c'est de la formation, c'est du suivi. Ça doit permettre à un usager de savoir s'en servir, ça doit permettre à un juriste de s'assurer de la conformité. Les angles étant différents, le message ne sera pas le même et peut-être que le support avec lequel on le portera ne sera pas non plus le même. Donc vous voyez, là, je vous ai mis un peu une palette de possibilités, de la vidéo, du support de présentation, ce qu'on appelle un peu des vadémécum, un peu comme un livre blanc qui peut être fait en interne et qui permet de diffuser une information qualifiée, souvent de bonne tenue, et qui explique par rapport à des cas métiers, des cas d'usage, ce qui est très important quand on est un utilisateur, on veut se retrouver dans les cas d'usage. Des notices, mode opératoire, des guides. Tout à l'heure, je parlais des encadrants, des chefs de projet. La notion de tableau de bord aussi, de construire les nouveaux indicateurs liés à ce nouvel outillage. C'est une façon d'embarquer aussi les encadrantes et les encadrants pour qui les équipes demain vont avoir un outillage différent. Et puis, si on est l'apprenant, celui qui va devoir demain savoir totalement utiliser tel ou tel élément de la digitalisation de son métier, eh bien, des exercices, des QCM, des parcours de progression sont souvent une façon très utile pour appréhender ce changement. Je vous ai mis, vous avez un petit carré sur la gauche de l'écran qui parle d'une bibliothèque Octo, une bibliothèque de référence. Dans le cadre d'un projet, on a monté plus de 170 contenus. Ça va du message court à un message plus long, d'un podcast à une vidéo, en passant par un exercice ou un QCM ou un parcours ou un vadémécom. Et tout ça a été mis à disposition. Alors, parfois, un podcast construit pour le sponsor va aussi servir pour, par exemple, le représentant de la RSE ou un guide qui a été construit pour des futurs utilisateurs, peut être réutilisable pour d'autres profils. Voilà, tout n'est pas uniquement fait que pour l'un. Évidemment qu'on peut partager tout ça. Mais c'est dire que quand on conduit un projet, eh bien, nous, aujourd'hui, on bénéficie de toute une bibliothèque dans laquelle on peut aller puiser pour travailler à vos côtés et constituer ce qu'on appelle, nous, un peu le sac à dos de l'accompagnement du changement. Mais je rends la main à Natacha qui va nous poser la première question. Tout à fait. Donc, merci Caroline pour déjà cette première présentation. Nous, on est un peu curieux, donc il y a une petite question pour vous que je vais vous poser. Alors, publier le sondage. Donc, on aimerait savoir, selon vous, quels seraient les 3 profils les plus concernés par une démarche d'accompagnement au changement? Donc, dans l'onglet sondage, vous pouvez y répondre directement. Donc, alors, je vous dis les profils. On a les chefs de service et autres managers, les professionnels des métiers de la gestion de l'information, les relais métiers dans les équipes, les collaborateurs finaux,
les personnels plus administratifs, la direction et tout représentant décisionnaire, je ne sais pas ou autre. Donc, si vous voulez bien répondre, on vous laisse le temps. Nous, c'est très intéressant pour nous de savoir, en fait, selon vous, quels sont les profils qui sont vraiment concernés par cet accompagnement. C'est dans l'onglet sondage. Si jamais vous ne trouvez pas, alors pour le moment, j'ai un vote. Ça augmente. Je vous laisse voter. Hein. Je te dis Caroline après. Tu me dis le résultat surtout. Bah oui, c'est ça. Donc j'attends. 3 votes. Merci beaucoup pour ceux qui votent. C'est très utile pour nous et ça permet d'orienter un peu aussi ce webinaire. Donc pour le moment, j'ai 3 votes. 4. Ça change un peu, donc je peux pas vraiment te donner un résultat. Mais c'est quand même assez serré. Alors, compétition. Il y a compétition. Bon, alors. Ex-aequo, pour le moment, tu vas retrouver les chefs de service et autres managers. Ah, attends, ça bouge encore. Attends, Caroline. Hop, 5 votes. C'est bon pour tout le monde? Ça va être là. Alors, attends. Bon, je te redis. Alors, 3 profils qui remontent en premier. Donc, tu as les relais métiers dans les équipes, les collaborateurs finaux, les personnels plus administratifs. Ensuite, en dessous, donc là, on est à 20%. Ensuite, à 15%, tu as 2 profils, c'est les chefs de service et autres managers et la direction. Et à 10%, tu vas retrouver les professionnels des métiers de la gestion de l'information. C'est assez intéressant. D'accord. Ok. Oui, en tous les cas, merci d'avoir participé et accepté de répondre à ce sondage. Alors, on voit bien que le cœur du problème, il est évidemment autour des collaborateurs, des personnels administratifs qui vont être impactés. Les relais métiers, c'est effectivement vraiment un élément important parce que souvent, on travaille sur la proximité de ces personnes qui vont pouvoir, au-delà même de l'étape de mise en œuvre d'un nouvel outillage, servir ensuite d'appui et d'accompagnement. La notion d'accompagnement terrain peut être tout à fait nécessaire dans un certain nombre de projets et les relais métiers peuvent endosser en partie ce rôle-là. Et puis, je vous remercie d'avoir mis en deux la problématique des chefs de service. Alors, vous l'avez associé à la direction générale, mais les chefs de service, c'est un peu les oubliés dans beaucoup de projets de digitalisation et l'impact que ça a dans leur pratique de l'encadrement est souvent un petit peu vu de manière secondaire, pour pas dire oubliée, et à eux parfois de se réinventer un peu tout seuls, ce qui est pas toujours simple à pouvoir mener. Voilà, et puis j'en ai profité pour regarder quelques questions qu'il y avait dans le chat. Quelqu'un nous posait la question de savoir si on avait déjà des références et travaillé avec le côté public de la Belgique. Oui, on a déjà travaillé dans des expériences précédentes, alors pas nécessairement uniquement que sur l'accompagnement du changement, mais voilà, on travaille sur de la manière plus largement francophonie, donc Belgique, on travaille en ce moment avec le Luxembourg notamment, la Suisse francophone, enfin voilà, on a aussi ces expériences-là. Je continue si vous voulez bien. Voilà, donc pour nous, si on raisonne… Alors, je disais multimodal, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, il faut savoir jouer avec tous les supports et les médias dont on dispose. Et croyez-moi, on en a beaucoup. Et donc, c'est tout à fait intéressant de savoir puiser là-dedans pour faire passer les messages de façon beaucoup plus forte. Alors… Juste un autre exemple que j'évoquais, les 3 grands outillages, ils portent sur de la communication, de la formation, ce qu'on appelle le kit pédagogique, et puis également sur du support terrain. Et c'est souvent l'association des 3, avec des dominantes dans certains cas, plus de pédagogie, moins de communication, ou au contraire de la pédagogie et du support essentiellement et un peu de communication, ou inversement. Voilà, c'est là où on évoque effectivement cette notion de sur-mesure. Quand on parle de communication, que ce soit en direction de sponsors ou pour promouvoir une transformation digitale, nous, on travaille avec de l'outillage comme des webinaires, des newsletters, des retours d'expérience, enfin voilà. Là aussi, il y a plein de façons de faire de la communication qui peut se faire de façon récurrente, pas seulement un one-shot qui annonce quelque chose, mais qui va faire passer des messages très, très régulièrement. Et puis, le côté pédagogie, que ce soit sur des éléments qui peuvent être communs
à différentes équipes ou des modules un peu par profil, comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là, on va travailler là aussi pour faire passer des éléments même de formation avec des parcours de formation, d'autant plus si vos organisations sont dotées de plateformes de formation, ce qu'on appelle des LMS. Sinon, on s'appuie sur des plateformes comme Klaxoon, si certains connaissent. On peut faire du vadémécum, on peut faire donc du podcast, on peut faire du questionnaire pour mieux comprendre au préalable un certain nombre d'interrogations qu'il peut avoir, de la vidéo. Enfin voilà, c'est à la fois très ouvert et en même temps, une fois qu'on a fait des choix, il ne s'agit pas de vouloir faire porter le même message par différents supports. On va plutôt travailler pour définir avec vous quel est le bon support pour tel message. Et puis, ne pas négliger aussi, et ça c'est important de le rappeler, le besoin d'avoir du support qui peut être parfois du support sur le terrain, pas arrêter de tout faire en distanciel, hein, mais le présentiel, ça a des vertus et importantes, surtout quand il s'agit de transformer des pratiques, de l'animation de communauté, ce qui valorise aussi les bonnes pratiques des premiers qui commencent à s'approprier et qui vont donc pouvoir servir un peu de relais, de référent auprès de leurs collègues ou d'autres équipes, et puis de mettre encore une fois ce que j'évoquais à disposition, tous ces contenus, notamment sur des plateformes du type Klaxoon ou LMS, qui est indispensable pour faciliter la permanence des messages et la continuité des modes opératoires, au-delà effectivement des premières personnes qui ont été peut-être formées ou associées. Sur cette slide, vous avez juste un exemple d'un dispositif, un dispositif lié à un projet global où on avait entre autres mis en œuvre de la gestion de courrier électronique, de la signature notamment, ce qui était le dispositif dit 3, parce qu'il y en avait 5 au total, avec différents personas ciblés. Et vous voyez qu'on avait un persona chef de service, un persona plutôt lié au sponsor, et puis le chef de projet qui allait porter la mise en œuvre de la signature électronique. Pour chacun de ces 3 personas, on a travaillé sur 3 angles. Il faut qu'ils connaissent le dispositif de signature électronique, donc on a fait un podcast, on a fait une vidéo sur comment on utilise une signature, et on a fait témoigner quelqu'un. Quelqu'un qui est utilisateur expérimenté d'une signature électronique, qui a parlé, on va dire, d'expert d'utilisateur à utilisateur. C'est toujours intéressant de faire passer aussi le message par des utilisateurs. Puis on a construit une présentation. Ça, c'était le premier message, connaître le dispositif, mettre en place. Comment on met en place? Et ça s'adressait plus au chef de projet, pour qui on lui a construit des trames de cahiers des charges, de cahiers de tests, une maquette pour relever quelles allaient être demain les typologies de documents concernés par certains niveaux de signature. Voilà, donc ça fait partie du dispositif de l'accompagnement du changement. Et puis, on a travaillé sur des axes de points de vigilance qui étaient un peu communs à tous, les problématiques de réglementation, le glossaire, c'est quoi une signature électronique? En termes de définition, les différents niveaux que j'évoquais tout à l'heure, la réglementation qui est en plus en évolution un peu quasi permanente. Et puis on a fait témoigner quelqu'un. Et là, en l'occurrence, on avait enregistré le témoignage d'une déléguée à protection des données personnelles, une DPO, qui a pu expliquer toute l'importance qu'il y avait à savoir utiliser à bon escient la signature électronique. Et on leur a même apporté des éléments de calcul d'empreinte carbone sur la signature, pour qu'ils comprennent bien l'écart entre une signature manuscrite et une signature électronique. Voilà, ça c'est un dispositif qui s'est traduit par un certain nombre de supports et d'actions qui ont été partagés avec les différents interlocuteurs. Mais je crois que tu as une deuxième question, Natacha. Tout à fait. Hop, je vous la publie. Donc une deuxième question, on se demande donc selon vous, quel accompagnement du changement est à mettre en œuvre? Donc, est-ce que c'est des plans de formation, des plans de communication, des supports de formation, des messages de communication, du soutien terrain, je ne sais pas, ou autre? Donc, on vous laisse répondre comme la dernière fois. Et merci d'avance pour vos réponses. Alors, pour le moment, j'ai un vote. Je vais te dire. Merci pour vote. Comme d'habitude. Allez, il faut vous entraîner, on va voter dans quelques jours, donc il faut s'entraîner à voter. C'est ça. Bah, dimanche. Hein. Faut se chauffer. 4, bah parfait, 4 votes. Bah, je vais pouvoir déjà, il y a déjà des tendances 5 votes, ok. Bon, il y a une tendance qui se
qui se distinguent. Donc, Ouais. Execo, tu as plan de communication et support de D'accord. formation. D'accord. Plan de communication qui remonte, donc 6 votes. Donc, Bien. plan de communication haut à 25. Mhm. Ensuite, Execo, tu as les supports de formation et les messages de communication. Et à D'accord. 17% Execo, tu as les plans de formation et du soutien terrain. D'accord. Oh, c'est assez équilibré malgré tout. Et c'est bien parce qu'effectivement, ça sous-entend bien le besoin de couvrir tout le périmètre de l'accompagnement du changement et de ne pas simplement axer sur un sujet qui serait un sujet de communication ou un sujet de formation. C'est l'ensemble qui fait la réussite d'un projet. C'est pas de faire un choix de l'un ou de l'autre. Alors, je vais essayer de passer, voilà, juste à ma toute dernière slide, qui est en fait un peu le résumé ou la synthèse plutôt de ce que j'ai essayé d'évoquer avec vous, pour insister sur le fait, voilà, notre pratique, notre expérience nous fait dire qu'il y a 4 étapes qui sont indispensables. Bien sûr qu'il faut savoir d'où on part. Donc, il faut justement faire cette analyse de profil, cette analyse de persona que j'évoquais tout à l'heure, parce que derrière, la stratégie et les actions qui vont être à décliner ne seront pas les mêmes. Donc, pour avoir cette bonne feuille de route qui couvre ce que vous évoquiez, des plans de communication, des messages de communication, un plan de formation, des supports de formation, il faut qu'on passe par cette première étape un peu dit de diagnostic, mais qui souvent se fait avec une enquête de maturité pour bien évaluer là où on se situe chacun, qu'on soit un sponsor, qu'on soit plutôt là pour faire de la promotion, qu'on sera peut-être demain un relais ou un référent, ou bien si on sera tout simplement un utilisateur final. Et donc, c'est là qu'on peut construire véritablement les plans de conduite du changement. Et puis derrière, un peu de manière parallèle, ces 3 grandes actions que sont la communication, avec, comme je l'évoquais, des newsletters, des webinaires, des retours d'expérience, des kits pédagogiques pour justement permettre à tout un chacun de se retrouver dans son univers métier et d'acquérir de nouveaux usages, mais dans l'environnement qui est le sien. Un juriste, on va lui parler de comment il va devoir demain signer un contrat, mais pas lui parler d'autre chose. Si on est en RH, on va prendre des exemples issus de la RH pour lui montrer comment demain il va pouvoir transformer ses pratiques. Mais on ne va pas aller chercher une recette de cuisine. Évidemment qu'il faut coller au cœur de métier des uns des autres. Et puis un 4e volet, qui est ce support technique terrain ou à distance quand on parle de plateforme, mais qui est aujourd'hui essentiel pour la réussite des projets. Voilà, on vous a également donné notre lien sur notre offre de services, mais Natacha va vous le partager de façon à ce que vous retrouviez tout ce que je viens d'évoquer avec vous au cours de cette rapide présentation, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais voilà, sachez que nous, on a des bibliothèques de modèles, d'exemples qui sont réutilisables, qui sont réadaptables et qui peuvent tout à fait demain répondre à vos besoins d'accompagnement du changement.